Wichita, Kansas. Vous avez environ 13 minutes pour chercher un abri. La ville a dû réquisitionner un théâtre local, faute de lieux suffisamment grands pour accueillir promptement la foule d'agriculteurs et d'éleveurs. L'endroit était maintenant bondé avec plus de 200 travailleurs agricoles, quelques militaires et fonctionnaires. Ces derniers étaient principalement regroupés sur le premier rang de siège, où un par un chaque officiel avait pris la parole sur scène pour livrer leur partie du brief de la soirée aux natifs du Kansas. L'orateur actuel et dernier était du Corps de défense civile, une agence gouvernementale que la plupart des gens avaient oubliée après la peur de la guerre de 2 semaines dans les années 1980. Récemment, cependant, l'agence chargée de renforcer l'Amérique contre une attaque nucléaire et d'assurer sa survie après une telle attaque avait repris ses fonctions avec vigueur. Considérés comme travailleurs essentiels pour la nation, sachez que vous êtes prioritaire pour l'aide après une attaque. L'orateur, un major de l'armée de l'air, n'était pas bien reçu par la foule de plus en plus irritée. Un éleveur près de l'avant s'est levé. Maintenant, comment diable sommes-nous censés trouver un abri et gérer toutes les autres affaires que vous nous avez données toute la nuit en plus de cela? Le major paraissait gêné par la question. Naturellement, votre sécurité personnelle est la priorité. D'autres tâches comme la protection des sources d'eau potable, de la nourriture et des animaux eux-mêmes peuvent venir après, bien que vous ayez très peu de temps pour agir, et les protéger des effets des retombées radioactives. Combien de temps? Murmura la foule, l'éleveur exprimant sa frustration. Environ 30 minutes selon l'emplacement de l'explosion et les conditions atmosphériques. Agissez aussi vite que possible. La plus grande menace sera la contamination de l'eau, de la nourriture et des animaux eux-mêmes. Vous l'avez déjà dit, monsieur le major de l'Air Force. Ce que nous voulons savoir, c'est comment diable vous vous attendez à ce que nous fassions quoi que ce soit avant qu'il ne pleuve et qu'il y ait des retombées. La plupart d'entre nous ont des sources d'irrigation et de boissons à l'air libre. Comment diable sommes-nous censés couvrir un étang de 30 mètres et encore moins en 30 minutes? Un autre éleveur a exprimé son mécontentement. Mes animaux se promènent librement. Comment pensez-vous que je doive les rassembler et les couvrir? Un fermier se tenait debout. Savez-vous combien de kilomètres de culture chaque ferme gère autour de ces zones? Comment diable allons-nous couvrir tout ça? Le major a ignoré les 2 premiers intervenants et s'est concentré sur le fermier. Ah oui, les récoltes seront sans doute totalement perdues à cause des effets secondaires. Mais ce qui est important, c'est d'enlever les 6 premiers pouces de terre végétale après une attaque avant de planter de nouvelles cultures. Vous voulez stocker cette terre quelque part loin des animaux ou de l'eau potable. La foule huait. Le fermier que le major adressait hochait la tête, incrédule. Garçon, réalises-tu l'ampleur du travail que représente le retrait de 6 pouces de terre sur des kilomètres de propriété? Et qu'est-ce qu'il est censé faire avec toute cette terre radioactive? Faire une montagne? Non, monsieur. Vous ne devriez pas la stocker à la merci du vent qui pourrait la disséminer, mieux vaut l'enterrer. La proposition était ridicule. La foule, excédée, a commencé à huer le commandant de l'armée de l'air. Certains ont crié alors que la colère grandissait et grandissait jusqu'à atteindre un crescendo. Le maire de la ville est monté sur scène pour tenter de calmer les choses, mais sans succès. La délégation de l'armée de l'air et du corps des ingénieurs de l'armée américaine a jugé préférable de conclure le briefing plus tôt et de quitter le théâtre par l'arrière. Ils ne pouvaient reprocher aux agriculteurs et éleveurs, le travail était impossible. Mais que devait dire le gouvernement aux gens? Que leur seul choix réaliste était de mourir dans les explosions ou de mourir de faim par la suite? Il fallait tenter de reconstruire après le bombardement. La chancelière du Reich, Elma Schneider, était inquiète à Berlin. C'était un rare moment de faiblesse qu'elle n'accordait le privilège de voir qu'à un seul homme. Uwe Schmidt, son ancien complice pour renverser la chancellerie, est maintenant son conseiller le plus fiable. Les deux ne s'aimaient pas. Ils étaient simplement la seule autre personne que chacun faisait confiance et appréciait comme un égal dans l'ensemble du Reich. Leur intimité n'était rien de plus qu'une extension de leur partenariat. Inspiré par le soupir de Elma, Uwe détourna son regard de la table du petit déjeuner vers elle, toujours au lit, parcourant les rapports quotidiens sur sa tablette. Si vous hésitez, rappelons le calendrier. Le calendrier, un document assez inoffensif, rédigé, alors que les deux conspiraient encore pour prendre la chancellerie pour eux-mêmes. Un décompte de tous les malheurs du Troisième Reich et une horloge qui tourne pour s'attaquer aux divers cancers qui rongent le Reich de l'intérieur avant que la puissance conventionnelle et politique américaine ne les éclipse désespérément. Elle n'avait pas été en mesure de mettre réellement fin au désastreux programme d'avancement culturel du Reich, le prétexte par lequel des générations de dirigeants allemands avaient systématiquement éliminé d'autres races et occupé des territoires, parfois par meurtre pur et simple, comme c'était le cas pour les Juifs, d'autres fois simplement en les faisant travailler à mort dans des camps d'esclaves, comme c'était le cas pour les Russes. D'autres par une ingénierie sociale minutieuse et une stérilisation imposée. Ce n'est pas qu'elle niait la supériorité de la race allemande. C'était clair. Les États-Unis ont dû demander l'aide de toutes les nations du monde pour concurrencer une Allemagne en déclin.
C'était précisément le fait que les États-Unis étaient pensés capables de faire appel aux autres nations du monde jusqu'à ce que leur nombre puisse être suffisamment réduit. Cela a donné à l'Amérique un immense vivier de talents à exploiter pour former de nouvelles générations d'ingénieurs, de scientifiques et d'entrepreneurs. Et même les races inférieures ont eu de la chance et les résultats ont été malheureux. Les capacités militaires américaines surpassaient largement celles du Reich. Nous risquons une guerre ouverte avec les Américains. Sommes-nous vraiment préparés pour cela? Huve, silencieux, picorait son petit déjeuner. Finalement, il a répondu « Je suis certain que plus nous n'agissons pas, plus le fossé entre nos deux nations s'agrandit. Je suis certain que l'échec à agir aujourd'hui assure la défaite du Reich demain. » Tokyo, Japon. La manifestation a duré une semaine et a commencé 3 jours après que le prix du gaz au Japon ait quadruplé en une nuit. L'interdiction allemande de toutes les exportations de pétrole vers la Chine, il y a plusieurs années, a maintenant officiellement été étendue au Japon, avec des résultats désastreux pour l'économie japonaise. Certains avaient été mieux préparés que d'autres, la nation ayant lu les signes avant-coureurs et tenté de passer aux véhicules électriques. Mais alors que maintenant 22% du parc automobile japonais était entièrement électrique, l'immense appareil industriel du Japon était presque entièrement alimenté par le pétrole et le gaz naturel. Les États-Unis avaient promis d'accroître leurs exportations, mais la demande exorbitante de la Chine avait presque totalement épuisé leur capacité d'exportation. Compliquant les choses à la maison, le mouvement environnemental, aidé par des dizaines de millions de fonds de renseignement allemands, avait connu une croissance exponentielle à la suite de l'exploitation énergétique dramatiquement accrue en Amérique du Nord, provoquant des protestations furieuses et interrompant l'expansion supplémentaire d'une industrie énergétique déjà gonflée. L'ambassadeur américain au Japon pouvait entendre les milliers de manifestants en colère dans les rues, même depuis le fond de l'ambassade elle-même. Le détail de la sécurité marine avait été triplé en tant que mesure de précaution, mais il n'y avait jamais eu de violence envers l'ambassade américaine de la part du peuple japonais. Et on ne s'y attendait pas maintenant. Mais le peuple japonais était en colère, déjà aux prises avec une économie faible, aggravée par une population vieillissante. La crise du gaz avait créé un véritable désastre pour la nation, et les meneurs, sans doute aidés par des agents d'influence allemands, avaient mis la faute carrément sur les États-Unis d'Amérique. La nouvelle chancelière allemande avait bien joué ses cartes, expliquant que le blocus temporaire était dû aux efforts de décivilisation américains à travers le monde, finançant des mouvements terroristes et extrémistes qui attaquaient les intérêts allemands. Comment exactement le Japon s'inscrivait dans ce récit? Elle n'a jamais pris la peine d'expliquer et elle n'en avait pas besoin. Le soutien japonais à l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est s'est effondré presque du jour au lendemain. S'ils se retirèrent seulement de l'Alliance et dégradaient leurs relations avec les États-Unis, le Reich n'aurait aucune raison de continuer l'embargo. L'ambassadeur se préparait à une réunion très difficile avec ses homologues japonais. Sans aucun doute, les Allemands avaient bien façonné cette partie du récit. Et à leur crédit, cela fonctionnait. Tout le mouvement était assez astucieux. L'Allemagne n'avait aucune chance de briser l'alliance Organisation du traité de l'Atlantique Nord militairement, mais à moins que les États-Unis ne prennent des mesures drastiques, ils pourraient bien la briser politiquement. Bureau ovale, Maison Blanche, États-Unis d'Amérique. Bob, les Allemands doivent tirer en premier. Nous comprenons tous, n'est-ce pas? Bob Grumlin, conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, acquiesça. Le président se tenait dos à son cabinet, assis sur le bord du bureau résolu et regardant par les grandes baies vitrées sur le jardin des roses au-delà. Bob a noté que le président semblait confiant, sûr, ce qui était un bon signe. Le commandant du service d'action gouvernementale a été dûment informé et le point a été fortement souligné. Personne ne doit tirer avant que les Allemands ne le fassent. Le président s'est tourné vers son cabinet, assis sur les chaises et les canapés jumeaux qui étaient en la pièce maîtresse du bureau ovale. Des canapés à partir desquels l'histoire a été faite à plusieurs reprises pendant près de 100 ans, depuis l'ascension de l'Amérique, d'une puissance régionale à une superpuissance mondiale. C'est sur ce canapé que le président Roosevelt avait rencontré les diplomates britanniques et français lorsqu'il leur avait annoncé que les États-Unis ne continueraient pas la guerre dans le théâtre européen, au-delà de la sécurisation de l'Afrique du Nord. Pendant son mandat, le président s'était, comme beaucoup avant lui, demandé si Roosevelt avait fait une erreur, si l'histoire aurait pu être différente, si les États-Unis s'étaient battus pour libérer l'Europe. « Vous êtes sûr que nous pouvons les provoquer à tirer en premier ?» Bob acquiesça. Nos Maldes se déguiseront en force F-Dix-8 complète. Les Allemands supposeront que nous avons l'intention de tirer dès qu'ils refusent le passage aux pétroliers japonais. Face à tant de Hornets les menaçant, du moins dans leur perception, ils ne peuvent se permettre de s'abstenir. Avec leur capacité de gestion des signatures, les Miniature Air Launch Decoys ne ressembleront pas à grand-chose pour les radars civils de la région. Seuls les Allemands et quiconque en avale d'eux les verront comme des frelons. Ensuite, nous pourrons affirmer qu'ils ont abattu 2 chasseurs en patrouille de maintien de la paix. Si nous perdons des oiseaux, nous pouvons pointer leur épave après.
Le président instruit le chef de l'agence centrale de renseignement, nous pouvons diriger le récit. L'homme acquiesça simplement. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. En fait, l'homme parlait à peine. Une qualité qui déstabilisait profondément Bob, probablement parce que lorsqu'il choisissait de parler, c'était généralement le prélude à une nouvelle crise. Donc, connectez les Japonais, dites-leur que dès que le commandant de la service d'action gouvernementale nous informe qu'elle est prête, c'est parti. Remerciez-les pour leur coopération. Bob acquiesça, se levant déjà. Il n'y avait pas de temps à perdre. Quelques heures après, le sandwich pit de Cathy à Washington, D.C. n'était plus qu'un comptoir avec quelques petits fours et un frigo pour les boissons froides. Un des nombreux de son genre, niché dans les bâtiments fédéraux, offrant une collation rapide à ses occupants. Donc, Bob n'était pas surpris ni ravi de voir le directeur de l'agence centrale de renseignement entrer et commander. L'homme a reçu sa commande exactement 2 minutes plus tard, et bien que les deux n'aient pas encore établi de contact visuel, il s'est immédiatement retourné et s'est dirigé directement vers la table de Bob, s'asseyant sans demander la permission. Le directeur parlait suffisamment bas pour être le seul à être entendu par-dessus le bruit de fond du petit magasin. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, Bob. » Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. En tant que conseiller à la sécurité nationale, Bob entretenait des relations intimes avec les différents chefs de l'immense appareil de renseignement des États-Unis. Mais il y avait toujours eu un fossé entre lui et l'homme de la Agence centrale de renseignement, non pas une question de différence personnelle, mais provoquée par le profond détachement de l'homme de tout l'appareil politique de Washington, une qualité qui, avec son intellect froid et calculateur, faisait de lui un excellent directeur de la Agence centrale de renseignement. Il n'a pas attendu pour continuer à parler. Nous devons souligner au président le risque d'une victoire conventionnelle écrasante contre les Allemands. Crois-tu qu'on les a autant surpassés? Bob parlait tout en mangeant son premier repas depuis le petit déjeuner, un sandwich grillé. Je sais que nous le faisons dans plusieurs domaines, mais pas tous. Surtout dans tous les secteurs clés. Un avantage assez important pour que les Allemands n'aient peut-être qu'une seule option. Bob a cessé de mâcher. Le risque était connu de tous, mais l'énoncé à haute voix par le directeur le rendait palpable. Ce n'était plus théorique, surtout avec 100 000 tonnes de puissance de feu américaine, actuellement en route pour une confrontation artificielle avec une force de blocus allemande dans le golfe Persique. Il faut persuader le président d'activer la flotte Takamo sans tarder. Les Allemands sont sûrs de le découvrir et le verront comme une provocation. À moins de rester inactif après la perte d'un groupe d'actions de surface dans le Persan, je crois que la provocation mérite l'investissement en sécurité. Le directeur s'est levé et est parti, ayant apparemment décidé que la conversation était terminée, et il n'avait pas tort sur le fait que la conversation était terminée et sur la nécessité de faire décoller la flotte Takamo immédiatement. Bob s'est empressé de ramasser ses déchets et de prendre sa mallette. Il lui restait plusieurs heures avant le lancement de l'escadron aérien du Roosevelt, mais il ressentait une urgence à agir. Golfe d'Oman, quelques heures plus tard, avec l'Irak et le Koweït sous la domination du Reich, et l'Iran, son proche partenaire, il ne restait que les ports saoudiens pour que les pétroliers japonais puissent en accoster. Mais la prise de l'Égypte par le Reich et le contrôle du canal de Suez leur avaient également permis d'étendre leur influence dans la mer Rouge. Et le golfe Persique était jonché de systèmes anti-navires basés à terre par lesquels le Reich pouvait menacer tout navire tentant d'accoster aux ports orientaux de l'Arabie saoudite. Et il y avait la question de la flotte de blocus à l'embouchure du golfe d'Oman. Un groupe de surface de taille modérée avec des sous-marins d'attaque américains confirmant la présence d'au moins 3 sous-marins allemands dans les environs. 2 d'entre eux étaient déjà suivis par leurs poursuivants de la classe Virginia. Le Roosevelt avait envoyé ses hélicoptères anti-sous-marins une demi-heure plus tôt pour commencer la chasse au 3e. Le pétrolier japonais, dont l'équipage prenait un risque considérable et avait accepté le travail malgré tout, avançait lentement vers l'entrée du golfe. Comme attendu, une partie du service d'action gouvernemental allemand s'est détachée pour intercepter, avertissant le navire via radio. Les miniatures Air Launch Decoys, lancés via les F-18 du Roosevelt hors de portée des radars allemands, sont apparus à la vue de ces mêmes radars peu de temps après. Les leurs avancés pouvaient reproduire le retour radar de n'importe quel engin américain et plus d'un non-américain aussi. Pour les opérateurs défense aérienne allemande, le ciel s'est subitement peuplé de F-18 Super Hornets américains. Il restait peu de temps pour agir. L'avion radar aéroporté a détecté les cibles à une centaine de kilomètres environ, hors de portée des harpons anti-navires américains. Le nombre impressionnant de contacts a indiqué au capitaine allemand oublié qu'un avertissement serait d'une utilité minime. Malgré l'ordre de diffusion, l'important nombre d'Américains montrait clairement qu'ils étaient là pour se battre. Les patrouilles aériennes de combat allemandes se sont dirigées vers le moyen de lutte contre les drones de surveillance et leurs porte-avions. Groupe d'action Sturface a immédiatement basculé en opération aérienne de combat, lançant ses avions d'alerte et rassemblant ses réserves. Le Roosevelt et ses escortes étaient sous surveillance satellite depuis des jours. Il n'y avait nulle part où se cacher des oiseaux dans le ciel dans la guerre moderne.
Donc les Allemands s'attendaient à une lutte significative et étaient certes prêts pour cela. Ce à quoi ils étaient moins préparés, c'était les capacités des Miniature Air-Launched Decoy américains. Les missiles de défense aérienne allemands ont devancé les combattants, mais les Miniature Air-Launched Decoy lancèrent leur propre attaque. Agissant en tant que plateforme de guerre électronique, les leurs ont commencé à inonder les capteurs allemands de bruit électronique, dégradant considérablement leur performance. Les liaisons de données leur ont permis de cibler les missiles tirés par les FDX-8, encore bien hors de portée des radars allemands, vers leur cible. La portée extrême du missile d'interception aérienne 260 a permis aux vrais Hornets de tirer à la limite de la couverture allemande qui avait été considérablement réduite grâce à l'attaque électronique des Miniature Air-Launched Decoy. Mais les opérateurs allemands travaillaient à traverser le bruit, et à mesure que les Miniature Air-Launched Decoy étaient abattus du ciel, leur interférence diminuait à chaque perte. Bientôt, Les F-18 vulnérables seraient inciblables s'ils poursuivaient l'essai. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils se sont attardés juste en dehors de la portée effective des armes allemandes. Les F-35 n'étaient pas invisibles au radar, mais très peu observables. Ils étaient encore plus difficiles à repérer lorsqu'ils volèrent de face, présentant ainsi leur géométrie la plus furtive au radar allemand. Même détectés par les radars aéroportés allemands, les chasseurs ne pouvaient verrouiller leurs armes sur les F-35 qu'à quelques dizaines de kilomètres. Mais à ce moment-là, ils guidaient déjà les missiles à distance, tirés par les FDX-8 en attente vers leur cible avant de lancer les leurs. Les chasseurs allemands, qui avaient dépensé la plupart de leurs missiles en tirant sur des leurs, devaient soit retourner à la base, soit se jeter sur les F-35 à pleine post-combustion. Leur seul espoir était de se rapprocher à une distance où la capacité de combat aérien du F-35 était considérablement limitée face aux intercepteurs allemands agiles. Mais les Américains avaient l'avantage du nombre, et les FDX-8 pouvaient engager les avions allemands sans être eux-mêmes engagés grâce aux capacités de liaison de données du F-35. Les LURASAM étaient fait détectables par les radars allemands de défense aérienne à environ 22 km. Fabriqués à partir de matériaux furtifs, les missiles étaient lents comparés aux missiles anti-navires supersoniques et même hypersoniques allemands, avec un moteur à réaction qui les maintenait juste en dessous de la vitesse du son et à environ 15 mètres au-dessus des vagues. Leur force était leur capacité à éviter la détection jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, bien que leur vitesse lente ait donné aux Allemands environ 20 secondes pour s'engager. La barrage anti-navires allemand était principalement composée de missiles supersoniques rasant la mer, avec une poignée d'armes hypersoniques de nouvelle génération. Les missiles hypersoniques étaient des cibles difficiles et explosaient avec l'énergie d'un petit bus rempli de trinitrotoluène, mais heureusement, ils étaient lancés en trop peu de volées pour submerger les défenses américaines. Néanmoins, le Roosevelt a pris un missile à sa poupe, causant des dommages significatifs au pont d'envol et au hangar en dessous, mais rien qui ne le mettrait hors d'action pendant longtemps, ni ne l'empêcherait de récupérer ses avions. Un engagement flotte contre flotte qui aurait duré des heures, peut-être même une journée dans n'importe quel conflit précédent, était terminé en seulement 1 heure. On peut s'en sortir en déployant un char ou un véhicule de combat d'infanterie moins moderne et toujours espérer du succès, mais nulle part l'avantage technologique de l'Amérique n'a été plus important que dans le combat aérien et naval, où l'avantage tactique d'une seule génération de systèmes d'armes sur l'autre s'est avéré décisif de manière écrasante. Dans les années à venir, les survivants rassembleraient leur propre passé et arriveraient à la conclusion que le Reich allemand n'avait finalement plus d'options conventionnelles. Son programme génocidaire a conduit à son propre effondrement démographique imminent. Alors que la superpuissance américaine exploitait le talent des mêmes peuples mondiaux que le Reich considérait comme inférieur, avec une coalition de nations contre lui, une rébellion interne et une population en déclin, le Reich se tournerait vers des mesures de plus en plus désespérées pour repousser sa défaite certaine. Le Reich de 1000 ans d'Adolf Hitler durerait moins d'1 siècle. Il faudrait plus de temps pour que les survivants se remettent de l'extinction. Regardez maintenant comment tout a débuté avec « Et si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, année 1950 ?» Ou cliquez sur cette autre vidéo